Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Bonjour et bienvenue sur Truck Stop Québec, édition spéciale, édition en direct de où, Sophie Jacob? En direct du bureau du sénateur Boisvenu. Et on tenait aujourd'hui spécifiquement de rendre hommage, de parler avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et allons tout de suite lui jaser. Ardent défenseur des victimes d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, c'est presque le temps que vous quittiez le Sénat, pas parce que ça vous tente plus d'en faire, mais parce que, bon, à un moment donné, il y a comme une loi qui dicte le fait que vous devez partir. Est-ce que ça vous rend nostalgique un peu? Beaucoup, beaucoup. Je pense que je quitte le Sénat quand je suis à mon meilleur. Ouais. D'une part, puis d'autre part, je le quitte aussi à la veille, possiblement d'un changement de gouvernement où les conservateurs pourraient revenir au pouvoir, où on aura à rebâtir ce que Trudeau a débâti. Donc, peut-être des belles années à venir. On sait que les 8 dernières années ont été difficiles. J'ai été beaucoup plus un chien de garde au Sénat qu'un fabricant de lois avec le gouvernement au pouvoir, ce qui est bien différent. Mais que voulez-vous? 75 ans va sonner dans quelques jours, et après 75 ans, le gouvernement du Canada, notre Constitution dit « assez, c'est assez, prenez votre retraite ». Mais dans le fond, ce n'est pas une retraite, c'est un départ du Sénat. OK. On va aujourd'hui parler un peu de vous, de votre carrière et tout ce qui est autour du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a permis d'arriver au Sénat? Comment est-ce que vous vous êtes pris pour dire un jour, j'aimerais peut-être défendre les victimes d'actes criminels? J'aimerais leur donner une voix. C'est évident que l'événement qui a marqué ma vie, qui a marqué la vie de ma famille, c'est l'assassinat de Julie en 2002, qui a complètement chaboulé ma vie, qui m'a emmené ailleurs. Je l'ai répété souvent. Quelques jours après la disparition de Julie, on avait déjà le sentiment que quelque chose de grave était arrivé. Et lorsqu'on a retrouvé son corps une dizaine de jours après son enlèvement, qu'on a su qu'elle avait été agressée sexuellement et assassinée, évidemment, dans les premiers instants de cet événement-là, je savais que c'était pas un événement au hasard, c'était quelque chose qui devait peut-être arriver dans ma vie, mais c'est comme si Julie était partie pour changer ma vie. Et je l'ai senti dans les premières semaines, à chaque soir, quand je pensais à ma fille. On avait comme une espèce de dialogue, je dirais, spirituel entre les deux. Puis je savais que ma vie irait ailleurs. Donc, c'est vraiment cet élément-là que tout changé. Et cet élément-là qui m'a amené aussi à comprendre comment le système de justice, à cette époque, était basé sur les droits des criminels plutôt que sur les droits des victimes. Les droits n'existant pas à cette époque-là. Donc, tout au long du cheminement qui a conduit pas l'accusation, mais aux condamnations de l'assassin de Julie, où on a appris que c'était un récidiviste, on a appris qu'il y avait eu des sentences bonbons pour avoir commis un geste similaire avec une femme ailleurs au Québec, en Gaspésie, entre autres, un viol, une séquestration. Je me suis dit, ça n'a aucun sens. D'une part, que le système traite de façon aussi moue des violeurs, et c'est pas correct qu'on mette toute l'attention sur le criminel alors qu'on lui dit « tu as le droit de garder silence, tu as le droit d'un avocat », puis on tasse complètement les victimes, surtout les familles, parce que la victime est assassinée, les familles ne font pas partie du décor du système de justice. C'est tout ça, dans le fond, qui m'a amené à une très grande réflexion de dire « ma vie va être ailleurs dorénavant, puis je plonge, puis je vais faire de mon mieux pour changer le système, pour aller chercher des droits pour les familles, pour faire en sorte que les familles aient plus de droits, sinon autant de droits que les criminels. » Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où est-ce que votre mission, c'est, on va dire, un peu éclairée, puis en fait, comme c'est Julie qui vous a ouvert la voie, tout ça. Ça aurait été quoi, peut-être, les premières étapes par la suite de ça? Parce que vous aviez un deuil à vivre aussi au travers de tout ça, puis vous avez continué aussi à aller de l'avant en politique.
comment est-ce que tout ça s'est dessiné pour la suite des choses? Par une raide de moto. Je faisais beaucoup de motos à cette époque-là. Et vers le mois d'août, on ne savait pas encore qui avait assassiné Julie. Je suis parti en moto une semaine. J'étais au Lac-Saint-Jean, j'étais un petit peu dans le bas du Bas-Saint-Laurent. Puis quand je suis revenu à la maison, une dizaine de jours plus tard, je savais que ma vie, c'était pour s'occuper des victimes de criminels, donner une voix aux familles. Parce que à chaque fois que je pensais à Julie, j'avais toujours une phrase qui me revenait dans la tête, comme si c'était elle qui me disait, « Papa, tu vas s'occuper des victimes, tu vas t'occuper de la violence faite aux femmes. » C'est la mission que je t'ai donnée. C'est comme ça s'imprégnait à tous les soirs que je pensais à elle. C'est comme une espèce de phrase qui se répétait. Puis quand je suis revenu de ma raide de moto, je savais que je me dirigeais vers ça. Puis je me souviens, je suis arrivé à la maison, puis j'avais dit à ma conjointe de l'époque, je sais ce que Julie me demande de faire. Elle me demande de m'occuper des familles dont un proche a été assassiné. Puis c'est ça que je vais faire dans les prochaines années. C'était déjà écrit dans le ciel. Est-ce que vous devez parler à des politiciens? Est-ce que vous devez entrer en contact avec certaines personnes pour dire « ça m'intéresse de porter la voix des victimes d'actes criminels ». Est-ce qu'à l'époque, vous avez des pourparlers, ne serait-ce qu'avec M. Harper, ne serait-ce qu'avec d'autres politiciens, pour dire « j'aimerais ça être sénateur ». Avec le fédéral, ça a été plus tard, parce que le premier contact que j'ai eu avec le gouvernement, moi, c'était avec l'IVAC. Et j'avais adressé donc une demande à l'IVAC, et j'ai reçu une lettre quelques semaines plus tard, où on me dit « l'aide qu'on vous donne, M. Boisvenu, c'est 600 $ pour enterrer votre fille ». Donc, dans le fond, tout ce que j'ai reçu comme soutien d'État à l'époque, c'était 600 $. J'ai dit, ça n'a aucun sens. On va pas loin avec 600 $. Oui, puis moi, je savais qu'un criminel qui assassine une personne qui était incarcérée va coûter à l'État à peu près 160 000 $ par année. J'ai dit, ça n'a aucun sens que ce soit la famille dont un enfant a été assassiné par un récidiviste, qu'on a su plus tard, que l'État n'a comme responsabilité d'envoyer à cette famille-là un chèque de 600 $. J'ai dit, ça n'a aucun sens. Et on sait que s'occuper des services funéraires d'un proche, c'est dans les milliers de dollars. Oui. Donc ça a été mon premier contact avec le gouvernement provincial. Donc, c'est à ces politiciens-là que je me suis adressé dans les premiers mois. M. Dupuis, d'abord, pour dire, le gars qui a tué ma fille, comment ça qu'il a fait juste 3 mois de prison? Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu 2 sentences de 18 mois. Puis le juge a dit, bien, les 2 18 mois, plutôt que ça fasse 36 mois accumulés, bien, on va mettre ça ensemble, 18 mois, puis il en a fait seulement que 3. Donc, première chose, je demande au gouvernement du Québec, hey, vos programmes de réhabilitation pour libérer des gens en 6e, ils doivent être très, très bons. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce gars-là? On apprend que tout ce qu'il a fait en prison québécoise, c'est être dans la cuisine, servir les repas aux autres criminels, puis ça a été sa réhabilitation. 3 mois après, ce gars-là, il n'y a plus de problème de nature sexuelle. Deuxième chose que je me suis adressé au ministre de la Justice, ça n'a pas de sens que les victimes soient laissées elles-mêmes. Votre programme de l'IVAC, il va falloir qu'il soit amélioré. Il va falloir que les familles soient considérées comme des victimes et non seulement que les victimes qui sont témoins de leurs crimes, que ce soit une agression sexuelle, que ce soit de la violence. Il va falloir que les familles soient aussi considérées comme des victimes. Donc, dans les premiers mois, je me suis adressé au Parti libéral, au Parti québécois, parce qu'il était au pouvoir. M. Charest est arrivé au pouvoir seulement qu'en 2003. Je me suis adressé à eux, je me suis adressé au Parti libéral, je me suis adressé au Parti québécois. Et c'est de même que, tranquillement, pas vite, j'ai développé des liens avec les gouvernements pour arriver en 2003, fin 2003, de dire il faut que je me structure comme il faut pour parler au nom des familles. Je ne peux pas juste, Pierre Boisvenu, parler au nom des familles. Il faut que je me structure. Et c'est là que l'idée de créer une association pour représenter les familles, pour les regrouper est née. C'est là que M. Bolduc s'est approché de moi en disant « J'ai entendu dire que tu voulais créer une association. Si tu le fais, je vais embarquer avec toi. » Ensuite, c'était M. Surprenant qui me dit « Si tu t'occuperais des familles dont un proche est disparu, j'embarquerais peut-être avec toi. » Donc, on est partis les 3 de même pour avoir une première rencontre avec le ministre de la Justice en 2004, qui était Marc Bellemare, qui était ministre de la Justice. On se dirige vers son bureau, on est en auto,
Et Christine Carretta m'appelle, je suis dans mon auto, elle me dit je sais que vous allez avoir une rencontre dans quelques heures avec le ministre de la Justice. Est-ce que mon père pourrait assister à cette rencontre avec vous? Sa fille a été assassinée. Depuis le temps qu'elle a été assassinée, il ne vit plus, il a eu des dépressions, il est médicamenté, il y avait un commerce, il ne s'en occupe plus. Ah, j'ai dit, dites-lui qu'il se rende à Québec à telle adresse, on va être là, nous, vers 11 heures pour rencontrer le ministre. C'est comme ça, M. Carretta est devenu le 4e père qui s'est invité avec nous. Et on rencontre M. Bellemare. On est à son bureau à 10 heures. On attend notre première rencontre. Son directeur de cabinet vient nous rejoindre. Il dit, M. Bellemare vient de démissionner. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, il avait demandé à M. Charest 10 millions pour faire une réforme de l'IVAC, pour faire en sorte que les indemnisations aux victimes, aux familles, soient égales à ceux des accidents de travail, à ceux des accidents de la route. Puis le ministre, M. Charest, a dit non. Plutôt que je te donne 10 millions, tu vas couper 10 millions à ton ministère. Wow. M. Bellemare a démissionné sur le champ. Donc, nous, on est là, plus de ministre. Fait qu'on va dîner ensemble les 4 pères, puis on se dit, on fait quoi maintenant? On poursuit. On fait notre première rencontre. On est vers le mois de septembre. On dit, on fait une première rencontre des familles en décembre. Le 4 décembre, la journée que le procès se termine, où Hugo Bernier, l'assassin, est condamné, on a notre première rencontre des familles à Laval, et il y a 15 familles dans la salle. Et c'est la première rencontre de l'association. Wow! C'est comme ça, finalement, que l'association a été créée par les 4 pères fondateurs. Et je me souviens, cette première rencontre-là, on avait invité Jean-François Guérin et M. Poirier. Et les 15 familles dans la salle se levaient à tour de rôle et disaient « Je suis un tel, mon fils X s'est fait assassiner. » L'autre se levait « Je suis Madame une telle, mon mari X s'est fait assassiner. » Etc. Un après l'autre de même. Et là, je voyais toujours Jean-François puis Poirier qui étaient là. Puis eux, c'était la première fois qu'ils rencontraient autant de familles en même temps qui ont vécu des drames similaires. Donc, ça a été très marquant comme première rencontre. Puis c'est de même que l'association est partie. Est-ce que toutes ces émotions-là, parce que, je veux dire, il doit y avoir quand même une certaine frustration puis une certaine rage de réaliser à quel point, un peu comme dans votre histoire, de savoir que c'était un récidiviste puis que ça a tellement été mal géré que finalement, votre fille en est décédée. Toute cette frustration-là, comment qu'on fait pour la vivre puis continuer d'aller de l'avant, mais sans... Je veux dire, il faut réussir à bâtir quelque chose puis pas laisser sa rage prendre le dessus. Comment on fait pour vivre au quotidien encore en essayant d'apporter quelque chose? Quand on a tout ça en dedans avec un deuil à vivre. C'est une bonne question, Sophie, parce qu'encore aujourd'hui, je lisais là, des commentaires sur ma page Facebook, des gens qui me disent « Ah, vous agissez de même parce que vous êtes rempli de colère. » On ne peut pas réunir autant de familles, être en communion avec eux, spirituellement, émotivement, puis le faire avec de la colère en nous puis de la rage. On ne peut pas. Il faut le faire avec une grande sérénité. Et quand je disais tantôt que ma fille me disait « Papa, c'est là que tu t'en vas », je n'ai plus jamais regardé en arrière. J'ai toujours regardé en avant. Et c'est ça qu'on essaie d'apprendre aux familles, l'association. Si vous constamment regardez en arrière, vous allez rester figé dans le drame que vous avez vécu. Il faut vous donner un nouvel élan à votre vie, vous rebâtissiez votre vie et que votre proche qui est assassiné, de ne pas mourir avec lui. Et j'ai une anecdote là-dedans. Quand l'association a été créée, c'est sûr qu'à la télévision, quand je donnais beaucoup d'entrevues, ils mettaient mon nom, Pierre-Hugues Boisvenu, président d'eux, et ils mettaient toujours un numéro de téléphone en dessous. C'est un téléphone 1-800 qu'on s'était donné, l'association, pour que les familles puissent nous rejoindre sans avoir des frais de coûts. Fait qu'imaginez quelqu'un qui est dans le salon chez eux, dans sa chambre à coucher, qui a une télévision, puis qui voit Pierre Boisvenu, qui dit qu'on a créé une association, appelez-nous. J'avais des appels à tous les soirs chez moi. Et il y a une dame qui travaillait à Longueuil qui m'appelait tous les dimanches. Tous les dimanches, elle m'appelait et elle est toujours remplie de colère. Sa fille avait été assassinée en 1993 par les Hells Angels dans le temps de la guerre des motards. C'était sa fille unique. C'était une psychologue de formation à l'époque. Et c'était sa psychologue qui avait dit « Appelez M. Boisvenu ». Et c'est le même qu'elle m'appelle. Et là, je parle avec elle. Je dis « Madame Deschênes, allez dans votre salon puis dites-moi la date de votre calendrier. » Après ça, je riais. J'ai dit « Votre calendrier est encore en 1993. Vous vivez encore de la journée du drame de votre fille, puis le criminel qui a assassiné votre fille est en train de vous tuer. »
Une femme qui était psychologue à l'époque, qui était rendue sur l'aide sociale, que sa famille ne voulait plus voir, etc. Et pour elle, je me disais, était en train de mourir. Pour moi, ça a toujours été, pour moi, là, l'image type de quelqu'un qui n'a pas réussi à surmonter un drame. Puis c'est vrai que c'est des drames durs à surmonter, mais de donner un sens au drame, puis de dire, je me rebâtis, puis je vais en avant. Et c'est pour ça que l'association a été créée, pour que les familles viennent rencontrer d'autres familles qui sont rendues plus loin dans la vie, puis d'autres qui n'ont pas bougé trop, puis juste par l'émulation qu'ils ont entre eux, l'échange qu'ils font du même drame, de la même peine, de la même douleur, tranquillement, pas vite, ils apprennent à apprivoiser cette douleur-là, cette peine. La peine va toujours rester. Hein. Un proche qui disparaît, c'est vos rêves qui disparaissent en même temps. Mais la douleur que vous avez, vous apprenez à l'apprivoiser. Puis c'est ça que l'association a réussi beaucoup à faire en réunissant ces familles-là. Être sénateur, c'est une chose. Être membre fondateur d'une association, c'est une autre chose. Est-ce qu'il faut être un petit peu psychologue pour justement ramener les personnes qui sont victimes d'actes criminels, qui ont peu ou pas de soutien de l'État, de ce gouvernement-là qu'on a actuellement, qui ne milite pas vraiment en faveur des victimes d'actes criminels? Est-ce que ça fait partie un peu de votre rôle de ramener un petit peu, recentrer un petit peu les gens qui ont probablement des blessures assez profondes, puis de les ramener un petit peu sur la traque, comme vous avez ramené cette dame-là? Ça prend de l'écoute. Ça prend de l'écoute simplement. Puis ça, c'est donné à tout le monde. Ça ne prend pas un cours en psychologie. C'est sûr que d'avoir un peu de psychologie, ça l'aide à comprendre et à écouter. Ouais. Mais ça prend surtout de l'écoute. Ça prend beaucoup d'empathie. Ça prend beaucoup de sympathie. Et c'est ça que j'ai découvert chez M. Harper la première fois que j'ai rencontré en 2005, dans un entretien privé à Sherbrooke. C'est l'écoute qu'il avait par rapport aux victimes. Et c'est à partir de là, dans le fond, que j'ai développé avec M. Harper une vraie amitié. Et c'est à partir de là aussi que les familles que je rencontrais dans leur salon, parce que je n'ai pas juste rencontré les familles dans les réunions de l'association. Je me suis déplacé pendant 20 ans pour aller voir les familles, que ce soit au Lac-Saint-Jean, que ce soit en Gaspésie, que ce soit en Abitibi, que ce soit partout au Québec. J'allais rencontrer les familles dans leur salon, sur leur terrain, de leur souffrance. C'est là que j'ai rencontré, puis je les écoutais. L'écoute, surtout les pères de famille, qui ont bien de difficultés à verbaliser ce qui... Plus difficile, le père avec la mère. Ah, ça se compare même pas. Parce que la mère, il ne faut pas oublier qu'elle a d'autres enfants à s'occuper. Puis c'est dans son ADN d'être caring, de s'occuper des autres. Le père, lui, qui est un fournisseur souvent, qui travaille à l'extérieur... Bon, un protecteur peut-être aussi. Mais c'est cette difficulté à exprimer ce qu'il ressent d'avoir perdu un fils, d'avoir perdu une fille, d'avoir perdu une conjointe. Une grande difficulté. Puis c'est pour ça que l'association a été créée par 4 pères de famille, dont 4 filles ont été assassinées, disparues, pour faire en sorte qu'on devienne, ces pères-là, un peu, je ne dirais pas un modèle, mais une image pour les autres pères de dire, regardez, on s'est pris en main, on a pris en main ces familles-là, puis vous devez faire la même chose. Mais vous savez, les dégâts collatéraux frappent surtout les pères. 80 des couples vont se séparer après qu'un enfant est assassiné. 50 plus de suicides chez les pères. Décrochage scolaire, 50 plus de décrochage scolaire chez les frères. Donc, c'est surtout le père puis les garçons dans une famille qui vont beaucoup souffrir. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'attention quand j'allais dans les familles à prendre soin des pères. Est-ce que c'est tout ce cheminement-là que vous avez fait par rapport à l'AFPAD pour les victimes? Est-ce que c'est tout ce cheminement-là qui vous a amené à être reconnu un peu par le premier ministre Harper de l'époque pour devenir sénateur? Est-ce que c'était sa façon à lui de vous donner un peu plus de pouvoir ou de liberté ou justement d'accessibilité pour mener à bien votre mission qui a finalement décidé de vous nommer sénateur? La rencontre avec M. Harper au mois d'août 2005, c'est un peu aussi un hasard. Je connaissais Mme Werner, qui était à l'époque dans le cabinet, pas dans le cabinet, mais qui était députée conservateur, qui va devenir, lorsque M. Harper va prendre le pouvoir, va devenir ministre. Et à un moment donné, je reçois un téléphone à la maison, et c'est Mme Werner qui m'appelle, qui me dit « M. Boisvenu, je connais votre parcours », mais j'avais rencontré Mme Werner peut-être quelques mois auparavant, parce que j'avais mes rencontres avec le provincial, puis je voulais commencer mes rencontres dans les années à venir avec le fédéral. Et j'avais rencontré Mme Werner,
Et j'avais expliqué un peu mon cas, tout simplement. Et c'est là que lorsque M. Harper a fait sa tournée en Estrie, m'appelle, elle dit « Voulez-vous avoir quelques minutes avec lui? » J'ai dit « Bien, évidemment. » Fait que je rencontre M. Harper dans son véhicule et il parle un peu, c'est vous avez créé une association, c'est pourquoi, etc. Puis là, je lui parle de ça, je parle de mon parcours. Puis j'ai dit, regardez-moi, M. Harper, j'ai 12 demandes. Je vais vous les envoyer par écrit. Puis c'est 12 demandes que j'aimerais, si un jour vous êtes nommé, vous êtes élu, si un jour vous êtes premier ministre, j'aimerais ça que ce soit 12 demandes que vous mettiez dans votre programme. Fait que c'est ce que j'ai fait dans les mois après. J'ai envoyé à M. Harper ces 12 demandes-là. Et lorsqu'on M. Harper a perdu le pouvoir en 2015, les 12 demandes que je lui ai adressées en 2005 étaient réalisées, soit par par loi ou soit par réforme. Et c'est à partir de cette rencontre-là, avec M. Harper, que j'ai développé au cours des années après des rapports plus étroits avec le caucus des conservateurs du Québec. En 2007-2008, j'ai commencé à assister une fois par année au caucus conservateur, juste pour leur parler comment on évoluait à l'association, comment aussi nos attentes changeaient parce qu'on avait plus de familles qui se joignaient à nous. Et c'est de même que 2007, j'ai fait la campagne avec M. Harper. 2009, j'ai fait la campagne avec lui un peu comme porte-parole des victimes, comme partenaire. Et qui m'a conduit en 2010 à recevoir un appel téléphonique de M. Harper. Ce moment-là est mémorable pour vous, j'imagine. Hein? Mémorable pour deux raisons. D'abord, j'étais en Europe avec ma famille, chez mon neveu qui travaillait à Strasbourg. Et cette journée-là, le 4 janvier 2010, ma nièce était sur la table d'opération, se faisait opérer pour une maladie de Crohn. Il était 10 h le matin, elle nous avait appelé l'hôpital, je rentre à la salle d'opération, 10h02, je reçois l'appel de M. Harper, de sa secrétaire, M. Harper, vous parlez, fait que la patate a fait comme ça. Parce que je ne savais pas que mon nom était dans le collimateur des sénateurs, mais je savais, pour avoir eu quelques rencontres auparavant avec du personnel de son bureau, que M. Harper aimerait vous avoir dans l'appareil politique, quelque part. Je ne savais pas trop. C'est-tu à la Commission de libération? C'est-tu au service correctionnel? C'est-tu dans le bureau de l'Ombudsman des victimes? Je ne savais pas trop. Quand M. Harper me prend l'appel à 10h04, « Bonjour, Pierre-Hugues. » C'est là qu'il m'a appelé Pierre-Hugues. C'était personnel. Très personnel. Oui. Pierre-Hugues, il connaissait un petit peu son français. Son français était un petit peu moins bon à l'époque, mais il est devenu meilleur après. Il dit, c'est Stephen. Il dit, j'ai appris que vous étiez en France, ça va bien. Je dis, oui, monsieur le premier ministre, ça va très, très bien. Il dit, voulez-vous vous joindre à mon équipe? J'ai dit, oui, monsieur Harper. J'ai dit, je connais bien le caucus, j'aimerais ça joindre. Il dit, j'ai un poste de sénateur pour vous, pour toi. Oh! J'ai dit, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à faire à l'association, au gouvernement du Québec, les lois. Il dit, oui, mais vous savez, on s'en va en élection bientôt. Il était minoritaire. Il dit, ça nous prend un représentant des victimes chez nous. On a seulement que 5 députés élus. Nous, on avait à l'époque... Bon, on avait 5 députés élus. Il dit, j'aimerais ça vous avoir comme sénateur. J'accepte, M. Harper. Je vais être un fier représentant des victimes et je vous promets d'être un bon sénateur conservateur. Mais il dit, vous me promettez une autre chose. Il dit, vous savez, j'ai une réforme du Sénat. Si la réforme passe, vous allez être sénateur seulement que 8 ans et vous devez vous représenter après 8 ans parce que ça va être un Sénat élu. Est-ce que vous vous engagez à respecter cette condition-là si ma réforme passe? Oui, M. Harper, je vais accepter votre réforme. C'est le même, ça s'est complété. On a fini un peu en parlant un peu des priorités, puis dire qu'est-ce qui me tenait à cœur. C'est là que je lui ai dit, M. Harper, vous savez, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la Charte des droits des victimes. J'aimerais ça qu'on adopte... Qui aurait peut-être pu porter un autre nom. Peut-être un autre nom. Moi, j'aurais aimé ça que la loi s'appelle... Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut dire la loi Julie Boisvenu, comme on a la loi Barbe, là, Mme Garbe qui était assassinée, comme on a la loi du petit Lacasse qui était assassiné aussi en 2004 à Laval. Donc, on tente de donner des noms à nos lois pour que la loi ait une personnalité particulière. Facilement que l'entretien se termine. Donc, je dois me rendre à Ottawa pour être... pas assermenté, mais être reçu sénateur, parce que le Parlement ne siégeant pas, le Parlement reprenait juste en mars 2010,
M. Harper avait prorogé le Parlement en décembre. Donc, je dois me rendre à Ottawa. Mais il ne faut pas que je l'annonce tant aussi longtemps que je ne suis pas assermenté sénateur au mois de mars. Donc, le 28, je suis à Ottawa. Et là, il y a un journaliste, je me souviens, un journaliste de pas Trois-Rivières, M. Sherbrooke, qui m'appelle. On a ouï dire que M. Harper, vous avez appelé... Ça jase. Ah, ça jase. J'ai dit non, j'ai aucune idée. J'ai dit, moi, je suis à Ottawa là, pour rencontrer des fonctionnaires dans le cadre là, des projets de loi que je vais soumettre à M. Harper. J'ai pas une nouvelle. Fait que faut pas que je parle, parce que si je parle, tu dévoiles le secret d'État et ta nomination est fortement, elle est faite. Là. Donc, c'est de même que je me suis rendu à Ottawa. Mais le lendemain, je pense le 11, on se souvient qu'est-ce qui est arrivé. Il est arrivé. C'est quoi le 11 janvier? Je pense qu'il y a eu le tremblement de terre à Haïti. Donc, tout ça aussi chamboulé les choses. Je devais rencontrer M. Harper durant cette semaine-là. Je n'ai pas pu le rencontrer parce qu'il est arrivé le tremblement de terre à Haïti. Et c'est de même, dans le fond, que tout a été un peu retardé. Mais j'ai été assermenté le 3 mars 2010 à Ottawa. Pourquoi les conservateurs versus peut-être d'autres partis, on peut s'entendre, là, qui n'ont pas travaillé très fort pour les victimes, mais pourquoi les conservateurs? Pourquoi être dans l'organisation, être dans l'équipe des conservateurs? Pourquoi c'était important pour vous? Quand j'ai contacté tous les partis politiques fédéraux, à l'époque, on parle du NPD, on parle des libéraux, on parle des conservateurs, les trois partis principaux et le Bloc. J'ai rencontré tous les partis, sauf deux, qui ne m'ont jamais répondu à mon appel, le NPD et les libéraux. J'ai rencontré le Bloc à quelques reprises, M. Duceppe, qui était très sympathique à la situation des victimes, mais très peu ouvert à nos réformes. Et son critique en matière de justice, à l'époque, je me souviens que quand je lui avais présenté une partie des 12 demandes que j'ai présentées à M. Harper, il m'avait dit une phrase, « M. Boisvenu, on ne mange pas de ce pain-là. » J'ai dit, écoutez, il dit, nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les mêmes droits que les criminels, puis dans les cas de récidivistes, que les lois soient plus sévères. Oui. Mais on m'avait répondu ça. Donc, l'entretien avec le Bloc avait été relativement court. Et c'est vraiment le Parti conservateur qui a ouvert ses portes. Et quand j'ai eu l'entretien avec M. Harper en 2010, quand il m'avait appelé pour être nommé sénateur, il m'avait dit une phrase aussi que j'ai retenue. « M. Boisvenu, nous allons être le parti des victimes. » Et ça m'avait aussi frappé, qui m'avait aussi beaucoup incité là, à accepter l'emploi de sénateur. Donc, tout simplement, c'est que le Parti conservateur était le seul parti qui a répondu aux attentes de l'association. Il faut dire qu'en 2010, l'association avait déjà 620 familles membres. Donc, c'est beaucoup. Et on avait une notoriété par rapport au gouvernement du Québec. On avait fait des réformes au niveau québécois parce que les familles étaient reconnues victimes. Les indemnisations avaient été jumelées avec celles des accidents de travail et des accidents de la route. Donc, on avait beaucoup progressé au Québec. Et ça avait donné une notoriété. Mais il ne faut pas oublier aussi de dire que ma deuxième fille, qui est morte en 2005, m'a aussi donné une certaine écoute par rapport aux politiciens. Quand vous avez perdu deux filles de cette façon-là, je peux vous dire une chose, c'est quand vous appelez un politicien, vous avez un peu plus d'écoute que monsieur, madame, tout le monde. Mm-hmm. Je dirais que c'est le prix que j'ai eu à payer pour avoir cette écoute-là. Mais il reste quand même que, par rapport à ta question, Benoît, le seul parti qui nous a ouvert la porte en disant « Nous allons répondre à vos attentes », c'est le Parti conservateur. Justement, les conservateurs avaient l'air beaucoup plus ouverts aux victimes et tout ça. À la charte aussi, également, je crois. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que c'est un projet qui a été tellement important pour vous et pour les victimes. C'est mon testament, hein? Justement, comment que ça s'est déroulé, tout ça? Est-ce que l'ouverture a été là? Est-ce que ça a été assez simple à réaliser? J'imagine que non. C'est mon testament, c'est mon héritage du Sénat. Et quand j'ai eu mon entretien avec M. Harper en 2010, c'est une des premières questions que je lui ai posées, une première condition presque en disant, vous savez, M. Harper, moi, je veux que le gouvernement adopte une charte des victimes. Et le mot charte est très important. Donc, quand je suis arrivé comme sénateur, dans les premiers mois, c'est sûr que tu ne commences pas à harceler le premier ministre en disant « Hey, j'ai fait des demandes, on va-tu? » D'abord, tu prends le temps de faire un tour du jardin. Ça prend à peu près une année
avant de voir un peu comment, c'est quoi la job de sénateur, c'est quoi la job de légiste. J'ai été nommé tout de suite sur le comité des affaires juridiques, et j'ai été nommé sur d'autres comités, mais les affaires juridiques, j'étais là depuis le début. Et j'avais déjà commencé en 2005 à regarder un peu qu'est-ce qui existait comme charte à travers le monde, au Japon, Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, des États américains. Et j'avais déjà une bonne idée ce que serait la charte. Donc, en 2011, M. Harper, lorsque le discours du trône, parce qu'on se souvient, il y a l'élection, M. Harper devient majoritaire. Et 2011, on a un premier caucus où M. Harper prépare son discours du trône. Et M. Harper m'informe, Pierre, je vais parler de la charte dans mon discours du trône. Ça veut dire quoi? J'ai dit, parfait, M. Harper. Fait que le discours du trône, au mois de mars, à l'ouverture du Parlement. Et là, dans le discours du trône, le gouverneur général, qui lit les engagements du gouvernement, nous allons adopter dans cette législature une charte des droits des victimes. Sans mentionner, bon, que je suis là. Fait qu'effectivement, tout de suite après, on commence à se mettre au travail. Et cette charte-là, il faut la bâtir avec les fonctionnaires. C'est pas les ministres qui écrivent les chartes. Donc, il y a des fonctionnaires qui sont nommés pour travailler avec moi là-dessus. Et tout de suite, on commence à travailler sur la charte. Et moi, je voulais une charte avec autant d'articles que dans la Charte des droits et libertés. La Charte des droits et libertés, il y a 17 articles, ou 19, si ma mémoire est bonne, qui traitent des droits des criminels ou des présumés criminels. Aucune qui traite des victimes. Moi, je voulais avoir une charte qui était vraiment... Mais pour les fonctionnaires, c'était trop compliqué. Ils disaient, on va travailler sur des droits fondamentaux. Parfait. Fait qu'on travaille là-dessus. On dit, il y aura 4 droits fondamentaux. Le droit à l'écoute, le droit à la participation, le droit à l'indemnisation et le droit à la protection. On dit, OK, on part avec ça. On donne certaines définitions. Et là, dans la dernière année, les débats se font autour comment va s'appeler cette loi-là. Les fonctionnaires voulaient que ce soit une déclaration des droits des victimes. Et moi, je me battais pour dire non, ça va être une charte des droits des victimes. Il y a la charte des droits et libertés, dont les criminels s'en servent à outrance. Ça va être une charte des droits des victimes. Et là, je me souviens, à chaque fois, je rencontrais un fonctionnaire qui me disait, non, M. Boisvenu, on ne peut pas appeler ça une charte, ça va être une déclaration. Là, je prenais mon téléphone, j'appelais au bureau de M. Harper, je disais, est-ce que je peux voir M. Harper aujourd'hui? Je voyais M. Harper dans la même journée. Je me disais, M. Harper, vous allez parler aux fonctionnaires. Vous allez parler au ministre de la Justice, qui était à cette époque-là, M. Nicholson. Les fonctionnaires veulent l'appeler une déclaration. Vous vous êtes engagé à que ce soit une charte des droits des victimes. Et là, M. Harper me disait tout le temps, Pierre-Hugues, je m'en occupe. Et là, j'avais un téléphone quelques jours après du bureau du ministre. M. Boisvenu, ça va être une charte. Je revenais aux fonctionnaires. Les fonctionnaires têtus comme tête de mule, là. Ils disaient, non, ça ne sera pas une charte, ça va être une déclaration. Je rappelais M. Harper. M. Harper, avez-vous... Mais c'est pas eux autres qui sont élus, là. Ah non, mais il faut dire que l'administration publique, sous les conservateurs, on n'a pas fait un gros ménage. On a eu beaucoup de hauts fonctionnaires qui étaient encore des libéraux, puis qu'eux, une charte, ça lui puait au nez. C'était une déclaration, parce que la portée politique était beaucoup moins grande. Et lorsque M. Harper a déposé le projet de loi, ou la déclaration qu'il a fait, il l'a fait en Ontario, j'étais là avec lui dans le coin de Toronto, et M. Harper a déposé le projet de loi publiquement en disant, nous déposons aujourd'hui à la Chambre des communes le projet de loi de la Charte des droits des victimes. Et il m'avait emmené un projet de loi, parce que moi, je déposais après ça au Sénat le même projet de loi, et c'était la Charte des droits des victimes. Et ça, c'était un combat, je dirais, plus grand, plus énergique que de bâtir la charte. Et ça a été pour les victimes. Lorsque M. Harper a invité une 60aine de victimes à Ottawa, lorsque la charte a été adoptée, il avait invité une 60aine de familles de victimes. Et comment les victimes étaient fières, contentes d'avoir leur propre charte. Quelqu'un qui les écoute. Quelqu'un qui les écoute. Oui. Outre nous qui faisons hommage au sénateur Boisvenu aujourd'hui, il y a des gens qui ont voulu témoigner de ce qu'ils pensent de vous, puis ce qu'ils ont vécu avec vous durant cette belle carrière-là, qui a depuis combien d'années? 14 ans. 14 ans. Et on va aller écouter, si vous le voulez bien, M. Paulus, qui a décidé de vous livrer son témoignage. Le nom de Pierre-Hugues Boisvenu et le mot justice sont deux synonymes. Depuis l'assassinat de sa fille Julie en 2002, il consacre sa vie à améliorer notre système de justice, trop souvent défaillant pour les victimes d'actes criminels et les familles des victimes.
Au cours de son mandat de 13 ans en tant que législateur au Sénat, le sénateur Boisvenu a un bilan législatif hors du commun. Il a fait adopter plus de 25 lois, en plus d'être le parrain de la Charte canadienne des victimes, qui a été adoptée à l'unanimité par tous les partis à la Chambre des communes en 2014 et au Sénat en 2015. Tout un exploit et il mérite tous les honneurs qui lui reviennent aujourd'hui. Au nom du Caucus du Québec du Parti conservateur du Canada, je tiens à remercier le sénateur Boisvenu pour son engagement envers les victimes d'actes criminels ainsi qu'envers tous ses collègues au sein du Caucus. Et à toi, Pierre Hugues, je sais que tu prends ta retraite du Sénat, mais que tu continueras toujours de t'investir pour les victimes d'actes criminels. Merci. C'est un beau témoignage de M. Paulus. Vous savez, les deux caucus, le caucus du Québec comme le caucus national, c'était un peu ma deuxième famille. Pendant 14 ans, ces deux caucus-là m'ont supporté de façon infaillible. Jamais j'ai eu un député du Canada anglais ou du Québec qui a critiqué le travail que j'ai fait. Et j'ai pris la parole souvent aux deux caucus sur des projets de loi que je présentais ou sur des situations que je dénonçais pour qu'à la Chambre des communes comme au Sénat, qu'on puisse prendre la parole à différentes occasions. Et j'ai eu un appui énorme. Mais je leur ai retourné le même appui. Parce que vous savez que présenter un projet de loi à la Chambre des communes, c'est compliqué. C'est un tirage au sort. Vous pouvez être 300e avant de pouvoir. Au Sénat, vous pouvez déposer un projet de loi quand vous voulez. Donc, j'ai déposé au moins une dizaine de projets de loi de mes collègues députés qui avaient des causes particulières dans leur comté, dans leur circonscription, qui m'ont demandé « Veux-tu déposer un projet de loi en mon nom au Sénat? » Puis s'il est adopté au Sénat, bien, lorsqu'il revient à la Chambre, il va être étudié en priorité. Donc, j'ai eu avec mes collègues de la Chambre une très grande complicité à tous les niveaux, au niveau amitié, au niveau professionnel. Et je pense qu'ils me l'ont bien rendu, comme Pierre Paulus, tantôt, a fait un très beau témoignage. J'en ai fait un très beau dans le bulletin spécial de l'AFPAD du mois de janvier qui rend aussi honneur à ces 14 ans que j'ai pas ça. Ils disent 13 ans, mais c'est 14 parce qu'ils oublient de compter 2010. C'est pour ça. C'est un peu comme ça. Ouais. Avant d'aller en pause, vos filles seraient le plus fiers de quoi aujourd'hui, en 2024, de voir leur père? Quelle serait la réalisation, le projet dont elles seraient le plus fières? Ce que j'ai dit tantôt et ce qu'on essaie de travailler le plus avec les familles qui ont perdu un proche par disparition criminelle ou un assassinat, c'est de leur apprendre à ne pas vivre dans le passé, à donner un sens à la mort de leurs proches, parce que quelque part, leur proche y est quelque part. Leur énergie spirituelle existe toujours. Et si j'ai quelque chose de plus... qui m'ont emmené le plus, que je suis plus fier, j'ai jamais baissé les bras. Et mes filles ont toujours été, pour moi, l'énergie dans mon go-ahead, dans mon travail. Et j'ai toujours fait référence à mes filles. Quand les gens me disaient « Oui, mais qu'est-ce qui vous motive à continuer, à aller dans les familles puis de revivre votre propre drame? » Mais je pense que quelque part, mes filles sont très vivantes encore. Puis je pense que lorsqu'on va se retrouver de l'autre côté, ils n'auront pas à me poser la question « Papa, qu'est-ce que tu as fait avec notre mort? » Je pense qu'ils vont me dire « Papa, on est content de ce que tu as fait avec le peu de temps qu'on a vécu avec toi, 27 ans toutes les deux. Je pense que c'est ça que ma grande fierté, là, c'est d'avoir cheminé avec mes filles pendant toutes ces années-là sans baisser les bras, puis en allant toujours voir les familles, aller à leur écoute, aller avec l'amour que mes filles m'ont donné. Je pense que c'est ça que j'essaie toujours de transmettre aux familles. Très beau témoignage. On va faire une courte pause. Vous êtes sur Truck Stop Québec et de l'autre côté de la pause, on continue notre entretien, on va finir par le dire, avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.